Bienvenue, merci à tous de vous informer sur RTI 1 ce jeudi 11 juillet. Le Koweït souhaite intensifier ses liens de coopération et d'amitié avec la Côte d'Ivoire. C'est le message que l'ambassadeur koweïtien en terre ivoirienne a délivré au président Alassane Ouattara. Il a été reçu en audience tout comme le président de l'Assemblée nationale et le président de la commission de l'UEMOA. Abdallah Bouraïma est d'ailleurs à Abidjan pour le 21e sommet de l'UEMOA qui s'ouvre demain vendredi. Cette session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement va permettre de faire l'état des lieux du processus d'intégration sous-régionale porté par l'UEMOA. Pour répondre aux objectifs du plan national de développement PND 2016-2020 qui nécessite d'importantes ressources financières, l'État ivoirien a créé en juin 2018 la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. La structure va devoir mobiliser 800 milliards de francs CFA d'ici à 2026. Bonsoir à tous. L'ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, le président de la commission de l'UEMOA, ces personnalités ont été reçues par le président Alassane Ouattara. Le point de ces différentes audiences avec Mahama Traoré et Awa Touré. Fin d'émission pour l'ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire. Mohamed Hussein Al-Felakawi est venu le signifier au président de la République Alassane Ouattara. Le diplomate koweïtien a également saisi l'occasion de cet échange pour réaffirmer au chef de l'État la volonté de son pays d'intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Une coopération qui a entamé une nouvelle ère depuis la visite officielle effectuée par le président Alassane Ouattara au Koweït en 2018. C'était aussi une occasion de présenter les salutations de son émir de Koweït au président de la République. L'ouverture d'une ambassade en Koweït et l'ouverture d'une ambassade en Côte d'Ivoire, cela est de renforcer les relations politiques et économiques qui existaient depuis longtemps, et cela va aussi faciliter le déplacement et aussi agrandir les projets qui vont s'ouvrir après. À la suite du diplomate koweïtien, le chef de l'État a échangé avec le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, puis avec le président de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Certainement une rencontre préparatoire du sommet des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra à Abidjan ce vendredi. Cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va donc se tenir demain 12 juillet à Abidjan. Les travaux seront présidés par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Au menu, les chefs d'État vont examiner entre autres le rapport sur l'état de l'Union en 2018, le rapport général de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires, édition 2018, ainsi que l'état de mise en œuvre des grands chantiers de l'UEMOA. À cet effet, les chefs d'État ont commencé à arriver en Côte d'Ivoire. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi. Le président, il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan. Et sous le coup de 17h30, c'est le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a foulé le sol ivoirien. Les autres chefs d'État sont attendus cette soirée et demain vendredi. Demain vendredi, donc, pour l'ouverture de cette rencontre de l'UEMOA, le président ivoirien, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a convié ses pairs pour faire l'état des lieux du processus d'intégration sous-régionale porté donc par l'UEMOA. Mahama Traoré revient sur les points essentiels dont il sera question lors de ce sommet d'Abidjan. Le dernier sommet de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine à Abidjan, remonte à avril 2017. Une session extraordinaire qui s'était soldée par la désignation du Nigérien Abdallah Bouraïma au poste de président de la commission de l'UEMOA. La réunion de ce vendredi sera une session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la 21e du genre, depuis la création de l'organisation sous-régionale en 1994.
Le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, convie ses pairs sur les bords de la lagune ébriée pour examiner le rapport 2018 de l'État de l'Union. Les 8 chefs d'État passeront aussi en revue la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires, telles la réforme des finances publiques, préconisant une gestion des budgets des États par programme en lieu et place des budgets de moyens. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont les 3 pays sur les 8 que compte l'Union qui expérimentent déjà cette réforme. Ils seront rejoints par la Côte d'Ivoire dès le 1er janvier 2020. Nul doute que la question de la monnaie unique de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sera également abordée lors de ce sommet des 8 pays ayant en partage le franc CFA. Les chefs d'État passeront ainsi en revue le processus de convergence de leur pays vers cette future monnaie qui réunira les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2020. Outre les questions économiques, le sommet va aussi plancher sur l'état de la paix et de la sécurité dans la zone franc, tout comme les dossiers relatifs à l'état d'avancement des projets d'infrastructure ou encore à la libre circulation des biens et des personnes. En clair, cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA entend donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Le Conseil de l'Entente, la plus ancienne organisation de coopération en Afrique de l'Ouest, a 60 ans. Cet instrument de coopération sous-régionale résulte de l'union de 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Créé depuis 1959, le Conseil arrive-t-il aujourd'hui à remplir ses objectifs? Ils sont essentiellement portés sur l'intégration économique, politique et culturelle, également sur la paix et la sécurité. Sidonie Davila revient sur le fonctionnement de l'institution d'hier à aujourd'hui. C'est une institution vieille de 60 ans, mais jusque-là, très peu connue des populations. Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Entente? Aucune idée. Je le connais depuis l'école. Il est composé de 5 ou 6 pays de la sous-région. C'est une structure étatique qui a pour mission certainement de renforcer, n'est-ce pas, la coopération entre les différents États. Et dire que le Conseil de l'Entente vient de célébrer avec faste ses 60 ans d'existence. C'était le 29 mai dernier. Né de la volonté de 4 pères fondateurs, le Conseil de l'Entente a pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité dans son espace, ainsi que le développement des pays membres en vue d'assurer le bien-être de ses populations. Une histoire qui débute en 1959. 3 éléments doivent être pris en compte pour comprendre le contexte historique de la mise en place du Conseil de l'Entente. Le premier élément, c'est la colonisation française en Afrique noire. Le deuxième, la communauté franco-africaine créée par la Constitution de la Ve République française. Le troisième élément, enfin, la querelle dite des fédéralistes et des antifédéralistes. Au départ de sa création, 4 pays membres, Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, rejoints 7 ans plus tard par le Togo pour former le Conseil de l'Entente. Tous jeunes États, indépendants en 1960, le processus de leur construction va donc débuter avec la création du Conseil de l'Entente. Très tôt, propulsée, cette institution connaît plusieurs étapes importantes. Ce que nous appelons l'âge d'or, c'est la période de 59 jusqu'au début des années 90, où le Conseil de l'Entente a mis en place un vaste programme de développement, surtout de développement rural. Dans chacun des pays, il y a eu plus de 6000 forages effectués. Il y a eu un programme touristique avec la construction de réceptifs hôteliers. Il y a eu un programme de soutien aux PME africaines. Il y avait le fonds de solidarité au départ, transformé en fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de l'Entente. Même s'il a aussi connu une certaine léthargie, à 60 ans, l'institution peut encore se targuer d'être l'instigatrice de plusieurs autres organisations telles que l'UEMOA et la CEDEAO. Le Conseil de l'Entente est la source d'inspiration qui a permis de créer les autres organisations sous-régionales. Le Conseil de l'Entente aujourd'hui a créé un cadre de concertation
avec les autres organisations sous-régionales telles que la CEDEAO. Ce cadre de concertation a pour but de faire en sorte que le Conseil de l'Entente et la CEDEAO puissent travailler de façon complémentaire. En 2011, au Bénin, un nouveau souffle est donné au Conseil de l'Entente par les héritiers que sont les présidents actuels des pays membres. Une charte est signée, dotant l'institution de nouveaux instruments. Désormais, nous avons repris nos activités et donc progressivement, le Conseil de l'Entente sera connu, puisque nous réalisons des choses concrètes pour les populations. Sans beaucoup de moyens, nous avons, depuis 2013 jusqu'à maintenant, touché plus de 100 localités, quelques 117 localités, soit en forage, soit en électrification par énergie solaire, la construction de collèges, d'écoles, de centres de santé. De 1959 à 2011, l'environnement a changé. Donc les défis qu'on avait en 1959 ne sont plus tout à fait les mêmes défis qu'aujourd'hui. Nous sommes en transition démocratique. Au cours des festivités marquant ses 60 ans d'existence, une semaine durant, l'entente et la solidarité, deux valeurs qui caractérisent les membres de cette organisation, ont été aussi célébrées. Il y a un sentiment d'appartenance qui est réel dans l'espace entente. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les États. Et ça, c'est l'œuvre du Conseil de l'Entente qui a fait en sorte qu'il y ait la paix dans son espace. Le rêve des pères fondateurs est devenu réalité. Les chefs d'État actuels veulent renforcer cela. Pour matérialiser les valeurs d'entente et de solidarité, le Conseil de l'Entente envisage de construire une tour dédiée à la paix. Une œuvre qui va, selon son premier responsable, transformer puissamment la visibilité du Conseil de l'Entente. La volonté de redynamiser le Conseil de l'Entente passe également par la mise en place d'une de ses représentations en Europe. Depuis la nomination du secrétaire exécutif en 2012, son Excellence Patrice Kwame, et on avait vu la nécessité d'avoir une représentation en Europe, et étant donné que le Conseil de l'Entente a besoin de partenaires, notamment au niveau des accords de coopération et également aussi des financements à avoir pour le Conseil de l'Entente dans le cadre de sa coopération au développement. À la clôture des festivités du 60e anniversaire de l'instrument, ils ont été nombreux, ces hommes et ces femmes, à montrer leur attachement à cette institution. Les 60 ans du Conseil de l'Entente, c'est une bonne chose. Ça permet de croire à nos organisations régionales. Nous pensons que la jeunesse du Conseil de l'Entente doit être mise en avant-garde dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte aussi contre la question de l'emploi du Conseil de l'Entente et de la lutte aussi pour la sécurité de l'espace entente. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que dans l'espace entente, cette vision triomphe et serve aux intérêts des populations. Malgré le poids de l'âge qu'elle affiche, la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines présente une santé de fer et veut demeurer une institution forte pour le bien-être des populations. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu son homologue burundais, qui d'ailleurs l'a félicité pour son élection à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a aussi été question de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Moussa Konaté. Établir des liens de coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Burundi. C'est le but de cette rencontre entre Amadou Soumaoro et son homologue Pascal Nyambenda. Les deux personnalités ont échangé sur le rapprochement de leurs institutions. Aussi, ils ont évoqué la question de la mise en observation du Burundi au sein de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que mon frère a été élu comme président de l'APF. Nous comptons beaucoup sur lui parce que le Burundi est placé sous observation depuis 2015 et nous espérons qu'avec notre frère qui est à la tête de l'APF, que ce statut pour la section burundaise va changer. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi était présent en Côte d'Ivoire pour la 45e session de l'APF tenue du 5 au 9 juillet à Abidjan.
La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire doit mobiliser 800 milliards de francs CFA d'ici à 2026. Et cela pour répondre aux objectifs du Plan national de développement PND 2016-2020. Mais comment va procéder cette caisse créée en juin 2018? Quelles sont ses missions et attributions au moment même où la Côte d'Ivoire s'attelle à transformer son économie? Des réponses de Francis Boifo. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Voilà un an qu'elle a été créée. Ces missions, exactement, je ne les maîtrise pas, je ne les connais pas. Mais c'est que la structure a été créée il n'y a pas très longtemps. Bien que située à la rue des Banques au Plateau, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme une structure financière commerciale, mais plutôt comme un établissement financier ayant pour mission de sécuriser et gérer des ressources longues. Notamment les ressources des professions juridiques, les fonds des notaires, des avocats, des greffiers, etc. Et il y a aussi un certain nombre de ressources qui proviennent notamment des caisses de retraite. Lorsqu'il y a des élections, il y a des cautions à payer, que ce soit les élections municipales, législatives, présidentielles, etc. Alors, ces fonds-là sont désormais déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez aussi des cautions sur les marchés publics, qui aussi peuvent être logés à la Caisse des dépôts et consignations. Et vous avez aussi les cautions, notamment les avances sur consommation au niveau des sociétés de concession publique. Voilà, ces fonds-là sont aussi déposés au niveau de la Caisse des dépôts et consignations. De même que les cautions sur les loyers, ce qu'on appelle, disons, les avances sur le loyer, devraient pouvoir aussi être logées ici. Mais tout ça, ce sont des questions qui seront traitées progressivement. La Caisse des dépôts et consignations se veut avant tout un instrument de mobilisation de ressources. Avec une hypothèse basse, d'ici 2026, les ressources qui seront mobilisables par la Caisse des dépôts sont évaluées à 812 milliards. Mais il n'est pas impossible que nous allions au-delà de ce chiffre. Pour mieux faire connaître les missions et attributions de cette structure financière publique, il est prévu un vaste programme de communication à l'attention de toutes les couches sociales. L'agence Côte d'Ivoire PME œuvre à renforcer les capacités des PME et à favoriser leur accès à la commande publique. Ces petites et moyennes entreprises ivoiriennes viennent de se voir outillées sur le circuit d'exécution de la dépense publique. Par Gassoro Kodé. Moteur de la croissance économique ivoirienne, les PME représentent 98% des entreprises ivoiriennes et 20% du PIB. Elles jouent également un rôle crucial dans la création d'emplois avec 23% des emplois modernes. Seule ombre au tableau, ces petites et moyennes entreprises rencontrent d'énormes difficultés dans le paiement de leurs factures par l'État. La commande publique est un outil puissant et au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État a pris des dispositions pour que au moins 20% de la commande publique revienne aux PME. Le défi auquel nous faisons face, c'est que certaines PME semblent ne pas bien comprendre le processus de paiement et bien sûr parfois mentionnent que le délai de paiement va dans les 90 jours. Comment informer et sensibiliser ces PME sur l'ensemble des dispositions mises en place par le gouvernement pour réduire les délais de paiement des factures, leur permettre de se développer et contribuer à la richesse et à la création d'emplois? Pour répondre à cette question, un cercle d'échange est mis en place pour les éclairer. Le délai moyen, en réalité, il faut bien comprendre ce que nous appelons 90 jours. 90 jours à compter de la date de prise en charge par les services du Trésor. Sauf qu'en amont, beaucoup de diligences sont censées avoir été complètement remplies par les entreprises quant à la complétude de leur dossier de soumission. Ce cercle d'échange qui a réuni les acteurs du monde économique est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME. L'accès des PME au financement, également au centre des missions du secrétariat d'État chargé de la promotion des PME. Il vient de signer une convention avec une institution bancaire pour la mise en place de la maison des PME. C'est un espace exclusivement dédié au conseil et à l'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises. Nadia Edja et Lancine Bakayoko. Un mois après la signature de convention de 350 milliards de francs CFA, entre le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME et un établissement financier,
La maison de la PME est désormais opérationnelle. Elle fait partie des actions d'accompagnement des PME menées par le gouvernement. Les dirigeants des PME trouveront en effet au sein de ces structures un espace d'accueil, d'échange, de formation et d'accompagnement leur permettant d'être outillés afin de répondre directement et efficacement à la commande publique et privée. Seulement 32% des besoins en financement des PME sont couverts par les banques. Avec l'appui de l'Agence française de développement AFD, dans le cadre de l'initiative Choose Africa, cette banque entend prendre une part active dans le processus de développement de l'écosystème des PME. Pour continuer à se développer dans la durée, il faut soutenir les acteurs du développement. Et les PME sont un acteur majeur dans le développement de l'économie ivoirienne, comme dans l'ensemble des pays du monde. Et pour nous, accompagner les PME, c'est nourrir la croissance du pays. Dotée d'une enveloppe d'environ 1600 milliards de francs CFA, l'initiative Choose Africa, mise en place par la France, vise à appuyer l'entrepreneuriat en Afrique et veut atteindre 10 000 acteurs d'ici à 2022. On espère que la Côte d'Ivoire aura au moins le tiers de ce montant à l'effet de booster notre économie, compte tenu de notre place de hub au niveau de la sous-région. L'un des principaux leviers pour parvenir à l'émergence à l'horizon 2020 est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Or, il ne peut y avoir cette transformation structurelle de l'économie sans l'émergence d'un tissu dense de PME compétitives et innovantes capables d'opérer la transition du socle économique du secteur primaire vers l'industrialisation et les services. La maison de la PME de Côte d'Ivoire est la troisième du genre, après le Sénégal et le Burkina Faso. À côté des PME, il y a également les promoteurs de projets qui eux aussi cherchent des financements. Ils ont présenté leurs projets aux investisseurs privés. C'était lors des journées de l'université d'été des professionnels de la gestion des projets. Chris Diomondé et Amadou Ouattara. Ministères, collectivités et promoteurs privés présentent leurs projets au forum d'investissement de l'université d'été des professionnels de la gestion de projets à Abidjan. Une aubaine pour ces promoteurs. Faire découvrir leurs projets aux investisseurs. Le projet, c'est l'aménagement de notre lac, le lac Amokayo. C'est un lieu culturel. On est venu pour voir dans quelle mesure le projet peut être pris en compte par les différents bailleurs de fonds. Obtenir des financements est conditionné par des critères, mais aussi des projets bien ficelés. Il s'agit de projets de développement, généralement d'infrastructures, qui se chiffrent en dizaines de millions de dollars généralement, et qui sont soumis pour requête de financement par le gouvernement de nos pays partenaires, et dans le cadre duquel nous sommes en mesure de donner des prêts concessionnels. Après avoir fait l'évaluation, nous avons la confirmation que c'est un projet qui sera viable et qui profitera au développement des pays dans lesquels nous investissons. Pour le réseau africain des professionnels de la gestion de projets, cette édition 2019 va créer des opportunités aux promoteurs. Les institutions de financement, que ce soit très institutionnelles ou privées, sont dispersées sur la surface de la Terre. L'objectif pour nous, c'est de faire rencontrer les investisseurs et les porteurs de projets. La deuxième édition de l'Université d'été de la gestion de projets a pour mission la mise en relation d'affaires entre les investisseurs privés et les porteurs de projets d'infrastructures. Il s'agit également de faire la promotion des méthodes de mobilisation de ressources pour le financement des infrastructures de base en Afrique. La modernisation de la filière café-cacao est une urgence pour la Côte d'Ivoire. C'est l'un des points du 9e rapport de la Banque mondiale sur l'économie ivoirienne. Il souligne entre autres la solidité de la perspective économique de la Côte d'Ivoire, avec une inflation maîtrisée, un déficit public qui devrait se redresser et une augmentation progressive des exportations. Noël Niagno. L'économie ivoirienne se porte bien selon le 9e rapport de la Banque mondiale. Rapport rendu public ce jeudi devant un parterre de personnalités, membres du gouvernement, au cadre de l'administration ivoirienne, partenaires techniques et financiers,
la presse nationale et internationale. Argumentaire de ce constat, le taux de croissance. Il va atteindre 7,20% en 2019 contre 7% en 2018. Autre fait significatif, le retour du dynamisme du secteur privé, sans oublier le secteur agricole avec la filière cacao, la marque déposée de la Côte d'Ivoire. Comme par le passé, la filière cacao continue aujourd'hui encore de tenir un rôle central dans l'économie ivoirienne. En effet, elle occupe et fait vivre des millions d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens résidant sur le territoire national. Elle est une source majeure de devises à travers les recettes d'exportation. Son concours au budget de l'État grâce aux recettes fiscales qu'elle engendre est fort appréciable. Seulement voilà l'état des lieux de la filière inquiète les rédacteurs du document. Le monde du cacao est en train de vivre plusieurs transformations profondes, à commencer par le réchauffement climatique, la déforestation et les exigences accrues des consommateurs dans le monde entier qui imposent rapidement un cacao socialement responsable et dont la production respecte et préserve l'environnement. Moderniser la filière devient une exigence vitale, une exigence très tôt perçue par les pouvoirs publics. C'est le sens des réformes entreprises par le gouvernement. Sur la question de l'amélioration des revenus des producteurs, la fiscalité et la parafiscalité ont été réduites au taux maximum de 22% du prix CAF. Le système de commercialisation a été redynamisé par la mise en place du programme de vente anticipée à la moyenne, au moins 60% du prix CAF aux producteurs. En outre, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont engagés dans un cadre de coordination et d'harmonisation des politiques commerciales et de production cacaoyère, à l'effet de tirer un meilleur profit du marché. Le rapport de la Banque mondiale propose en plus 3 axes d'intervention pour faire de la filière le levier et le catalyseur de la transformation de l'économie ivoirienne. Ces axes portent sur la qualité du matériel végétal pour accroître le rendement, l'établissement d'un mécanisme de traçabilité, enfin le développement d'une industrie locale de transformation. Et on s'intéresse au secteur minier. La Côte d'Ivoire dispose du potentiel le plus important en Afrique de l'Ouest. On trouve entre autres dans le sous-sol ivoirien du diamant brut, de l'or, du fer, du nickel ou encore du cuivre. Et les recettes fiscales générées par ce secteur en 2018 s'élèvent à 65,841 milliards de francs CFA. Le point du ministre des Mines et de la Géologie, invité des rédactions du groupe Fraternité Matin avec Francis Boifo. Le secteur minier en Côte d'Ivoire, un domaine en pleine expansion après la mise en place des réformes du gouvernement. Les statistiques de 2018 révèlent un chiffre d'affaires de plus de 582 milliards de francs CFA contre 539 milliards en 2017, soit une augmentation de 8,02%. 65,841 milliards de nos francs de recettes fiscales contre 56,5 milliards de francs CFA en 2017. Avec 178 permis de recherche et 16 permis d'exploitation minière en cours de validité, ce sont 268 milliards de nos francs qui ont été investis en 2018 sur toute l'étendue du territoire national. L'or représente 86,52% des demandes, soit 154 permis de recherche. La production d'or à l'échelle industrielle est passée de 7 tonnes en 2009 à environ 24,5 tonnes en 2018 et fait de la Côte d'Ivoire le 7e producteur d'or en Afrique, selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était à la tribune de l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Le ministre est longuement revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or à travers le Programme national de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. Il a permis la fermeture de 1195 sites d'orpaillage, l'interpellation de centaines d'orpailleurs clandestins, la saisie d'armes, de munitions, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants. Nous sommes en train de lutter sans répit contre l'orpaillage clandestin qui nuit aux exploitations minières légales, détruit notre environnement, menace la qualité de vie dans nos villages et la vie même de nos parents et hypothèque l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous allons promouvoir également le contenu local en vue d'accroître la part des nationaux, particulièrement des entreprises nationales, dans la chaîne de valeur des activités minières.
Le secteur minier représente actuellement 2% dans le produit intérieur brut du PIB. Le gouvernement veut doubler ce taux en 2020. D'énormes défis à relever donc en 18 mois. La réalisation de l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance et la compréhension des phénomènes liés au sol, au sous-sol et au plateau continental de notre pays, puisque en mer également, nous pouvons faire et nous allons faire des recherches. Nous allons développer les projets miniers clés et transformer sur place les matières premières produites. Nous allons développer le secteur de la petite mine afin d'en faire un secteur économique viable et profitable aux particuliers et aux entreprises qui s'y intéressent. L'activité minière est avant tout une source d'emploi. Plus de 53 000 emplois directs et indirects générés au 31 décembre 2018. Pour créer encore plus d'emplois, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent une convention pour la formation de la jeunesse ivoirienne. Des centres de formation seront construits dans des domaines comme le bois, la mécanique électronique, l'acier, la soudure ou encore la construction. Un projet qui va être exécuté dans 5 chambres régionales. Francis Boifo. Beaucoup de jeunes dans nos quartiers n'ont pas aujourd'hui de métier. Comment les inciter à un métier ? Mais comment surtout leur permettre d'apprendre ce métier dans un cadre de qualité. Cette convention de partenariat signée entre le ministre de l'Artisanat et le gouvernement allemand est une solution à la formation des jeunes sans emploi, puisqu'il est prévu la construction de 5 centres de formation dans les domaines du bois, de la mécanique électronique, de l'acier, de la soudure, de la construction, du climat et de la technologie solaire. Les chambres régionales de Korogo, Mambouaké, San Pedro et Kong ont été retenues pour le démarrage du projet avec la construction du premier centre des métiers du bois à Man cette année. Ce centre d'apprentissage est très pratique. Il s'agit à travers des maîtres artisans qui travaillent avec des jeunes apprentis sur du matériel qui nous est livré par l'Allemagne et qui s'exercent à devenir des ouvriers qualifiés sur le terrain. C'est des formations gratuites. On va envoyer des maîtres d'Allemagne pour former les formateurs d'ici pour une durée de 6 ans ou même plus. L'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est 8 branches avec 245 corps de métier, donc un secteur pourvoyeur d'emplois. Conférence internationale sur la liberté des médias à Londres. La question du rôle des médias dans la protection des droits de l'homme y a été abordée. Le ministre ivoirien de la Communication et des médias a participé à la rencontre. Le commentaire de Franck Quadio. Le ministre ivoirien de la Communication et des médias à la conférence internationale sur la liberté des médias, Londres, 10 juillet. La Côte d'Ivoire partage son expérience. Pour s'y détourer, l'opportunité est belle. Elle favorise la création de plateformes interactives entre professionnels de la communication et des médias. Le ministre de la Communication a aussi parlé des avancées du pays selon l'indice 2019 de Reporters sans frontières. La Côte d'Ivoire est passée de la 82e place l'année dernière à la 71e cette année. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 96e place en 2013 pour atteindre cette année la 71e place, cette année 2019. Et nous travaillons à nous améliorer davantage chaque fois. Les lois portant régime juridique de la presse et de l'audiovisuel de 2007 consacrent plus que jamais la liberté d'action pour les professionnels du secteur, en ce qu'elles proscrivent désormais la détention, la garde à vue et l'emprisonnement d'un journaliste dans l'exercice de son métier. L'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels de la communication et des médias est une préoccupation permanente pour mon gouvernement. Notons que la Côte d'Ivoire participe à cette conférence de 2 jours à Londres sur invitation de l'ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Le thème de cette première conférence du genre s'articule autour du rôle vital des médias libres et indépendants dans la protection des droits de l'homme. Elle a pris fin le 11 juillet. Et en matière de protection des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire fait de grands pas. Après le 3e passage du pays à l'examen périodique universel de Genève en mai dernier, sur 248 recommandations, 214 ont été tenues par le gouvernement ivoirien. Éric Goré.
Le respect des droits de l'homme fait partie des points clés de la politique du gouvernement ivoirien. De 2007 à 2019, on note une très grande avancée, selon Aimé Zebeyou, secrétaire d'État auprès du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Au niveau, par exemple, de la justice, s'il faut noter, il y a eu quand même de l'amélioration. Désormais, on ne parlera plus de cour d'assises, on parlera de tribunal criminel et de chambre criminelle à la cour d'appel. Ça, c'est une amélioration parce que les procédures en matière criminelle sont des procédures qui sont très longues. Au niveau de la réconciliation aussi, un ministère aujourd'hui de la solidarité, de la réconciliation, et puis la prise en compte de l'indemnisation des victimes qui est effectivement une réalité. Un atelier se tient en ce moment sur la question pour outiller davantage tous ceux qui ont pour mission la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons en tant que partenaire stratégique d'être ce matin, d'être là pour que le secrétariat d'État nous fasse un exposé sur d'abord les recommandations qui ont été acceptées. Et nous les avons entendues, les recommandations également qui ont été rejetées. Nous avons compris maintenant le pourquoi ces recommandations ont été rejetées et aussi les recommandations qui ont été reportées. Nous avons fait, en tant qu'organe de conseil du gouvernement et toute autre institution, nous avons fait nos observations. Sur 248 recommandations, la Côte d'Ivoire a respecté 214. 20 recommandations sont reportées à la 42e session du Conseil des droits de l'homme prévue en septembre prochain à Genève. 14 autres sont notées rejetées. Le nouveau bureau de coordination de la société civile a été investi hier mercredi. Les membres ont reçu leurs ordres de mission. Ils sont désormais en mission pour les 8 prochains mois. Un seul objectif, le bien-être des populations. Patricia Omoetia nous donne des détails. Une équipe de 8 membres, 5 hommes et 3 femmes. Ces nouveaux membres du bureau de coordination de la Convention de la société civile ivoirienne investit. Nous, de par notre proximité avec les populations, nous voyons, nous vivons avec les populations, nous savons ce qu'elles ressentent et nous pouvons remonter, n'est-ce pas, ces préoccupations auprès de l'État pour que l'État, n'est-ce pas, puisse les intégrer dans son projet de développement. D'ailleurs, les ressources de l'État ne sont rien d'autre que les ressources du contribuable. Donc ce regard citoyen, nous le portons légitimement, n'est-ce pas, sur la gestion publique. À cette occasion, les membres de ce bureau ont pris l'engagement, en présence de ces organisations membres, des partenaires institutionnels, techniques et financiers, à se mettre à la hauteur des enjeux dans le cadre de ces activités. C'est une mission qui est très importante et qui est très forte. Agir ensemble, c'est-à-dire pouvoir mobiliser les énergies d'un ensemble de citoyens, pour ne pas dire de l'ensemble des citoyens, que ce soit au service des actions de la société civile ou au service du pays lui-même, bâtir durablement, c'est arriver à avoir un impact qui est visible à long terme et qui est bénéfique à la population. La Convention de la société civile ivoirienne est composée de l'ensemble des organisations représentant le peuple ivoirien. Sa mission est de mettre en place un nouveau contrat social, assurer la stabilité politique et une démocratie participative. La société civile peut être soumise à des pressions. Chaque côté essaiera d'influencer. Alors que la mission même de la société civile, ce n'est pas de lutter pour avoir le pouvoir, ce n'est pas de lutter pour conserver le pouvoir, mais c'est de lutter pour influencer les décisions qu'on prend en faveur de la société. Nous avons donc appelé le coordonnateur et son équipe à rester fidèles à cette mission. La Convention de la société civile ivoirienne a été officiellement créée après plusieurs rencontres le 21 octobre 2005. La Convention comprend aujourd'hui plus de 166 organisations nationales issues des organisations religieuses, professionnelles, syndicales et non gouvernementales. L'objectif général de la Convention de la société civile ivoirienne est d'influencer les processus politiques, économiques et sociaux pour le bien-être des populations ivoiriennes. Sur la scène politique, les coordonnateurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Botro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, exhortent les populations du département à prôner la cohésion et le vivre ensemble. Kwadjo Kwame. Foyer Nana Totokra de Botro, chef de village, président de jeunesse et de femmes de la commune et des villages, à la rencontre des coordonnateurs RHDP de leur département.
Visée de cette approche, entretenir les populations sur les idéaux du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à savoir un pays en paix et garantir le bien-être des Ivoiriens en travaillant au quotidien à l'amélioration de leurs conditions de vie. La mission que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a assignée, à savoir remobiliser les militants du RHDP dans le Béquet et sensibiliser nos parents à la cohésion sociale pour que Botro soit développé. La vision, c'est le développement, c'est le vivre ensemble, le programme de développement social et économique. Les porte-étendards du RHDP dans le département ont en outre rappelé à leur hôte les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du département de Botro. Nous disons à Botro que nous n'avons pas de raison de ne pas être au RHDP. Parce qu'en 8 années de gouvernance du pays, nous avons obtenu des choses tangibles. 17 villages électrifiés, des routes reprofilées, les châteaux d'eau refaits, un lycée professionnel en construction. À Botro, nous sommes sur la bonne voie avec le RHDP. Dans cette dynamique, des missions vont être diligentées auprès du peuple satiklan dans toute la commune, les villages et campements pour plus d'informations afin d'assurer la victoire du RHDP en 2020. À Botro ont rassuré les coordonnateurs. La coordination pour la promotion du RHDP a investi son délégué communal de Danané. C'est une coordination qui a pour mission de faire la promotion des valeurs de paix et de développement prônées par le RHDP. F. Boué et Godefroy Okambawa. Promouvoir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara à Danané, c'est à cela que doit s'atteler la délégation communale de la coordination pour la promotion du RHDP. Investi récemment, Ibrahima Ben Bamba et son bureau auront la lourde tâche de convaincre les plus sceptiques à adhérer aux idéaux du parti unifié qu'est le RHDP. On a vu la voie bitumée qui part d'ici de Danané jusqu'en Guinée. On a vu le pont qui est en train d'être réalisé. Le maire a fait des tours pour des futurs feux tricolores dans Danané. C'est de ça qu'il s'agit. Un gouvernement qui investit dans le développement, nous on ne peut qu'appuyer cela. Et la mission est de faire la promotion des activités et des réalisations du gouvernement, dirigé par son Excellence Amadou Gon, dans notre région. Au cours de cette investiture, le maire de la commune de Danané, membre du RHDP, Lassina Ouattara, a pris également l'engagement de fédérer les énergies pour mettre tous les militants en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Pour sa part, le député de Mans, commune Touré Sekou, a invité les populations à tourner dos à la division pour le développement de la localité. Une note triste dans ce journal, le décès ce jeudi de l'homme politique ivoirien Maël Théodore à l'âge de 67 ans. Le fondateur du parti Union démocratique et citoyenne de Côte d'Ivoire a été maire de la commune de Cocody, député. Il a aussi occupé plusieurs postes ministériels. L'homme a été ministre de la Ville et de la Salubrité, puis ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Salubrité urbaine. Le premier départ pour le Hajj 2019 aura lieu ce lundi 15 juillet. 6 000 pèlerins du contingent étatique et 3 000 du privé vont accomplir leur acte de foi en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Avant le tout premier vol, le commissaire du Hajj a donné des précisions sur les dispositions prises cette année par Kassoro-Kone. À l'intérieur de la salle de conférence du commissariat du Hajj dans la commune de Cocody, le commissaire du Hajj, l'imam Bachi Ouattara, et le deuxième vice-commissaire à Liberté en pleine conférence. Au menu, le bilan à mi-parcours de l'organisation du Hajj 2019 avant le premier départ et les nouvelles dispositions pour une meilleure prise en charge des pèlerins. La digitalisation de tout le processus. Ce processus de digitalisation à travers la plateforme CGFC nous permet d'avoir toutes les informations sur chaque pèlerin et aussi d'uniformiser les données avec les partenaires aéroportuaires, le traitement des pèlerins en un seul guichet lors du pré-regroupement à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe nous permettra d'avoir automatiquement la même base de données pour nos différentes
structure d'organisation. Au cours de cette conférence, les responsables du commissariat du Hadj ont tenu à rassurer parents et candidats au Hadj. Tout est fin prêt pour permettre aux futurs pèlerins d'accomplir avec quiétude leur devoir sacré, 5e pilier de l'islam. Ils invitent donc les candidats au Hadj du contingent étatique et ceux des opérateurs privés au respect scrupuleux des consignes. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Le vol précurseur est déjà en Arabie Saoudite pour le dernier réglage. Une seconde mission de précurseur précédera le premier vol charter à l'effet de renforcer le dispositif d'accueil des pèlerins de Hajj 2019 à Médine. Dès lors, tout candidat au Hajj qui rate son vol ne pourra en aucun cas être remis sur un autre vol ou encore moins être remboursé. Au total, 9 000 candidats, dont 6 000 du contingent étatique et 3 000 du privé, sont attendus en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le premier départ, selon le commissariat du Hadj, aura lieu le lundi 15 juillet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Suivez-nous également sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.